Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et qu'on sort. Sur Catch Up, il y a des analyses des weekly, des analyses des pay-per-view, mais aussi des analyses de fond, des analyses vintage, des comptoirs du catch. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous sommes là pour le Monday Night Raw du 14 février 2022. C'est la Saint-Valentin. Je suis Raphaël et je suis avec mon amoureux de toujours, Yerem. Comment vas-tu, Yerem? Bien, ton amant à l'antenne. Et oui, on fait des infidélités aux autres là. On se retrouve Ah, tous les deux. je pensais qu'on gardait ça pour la Sainte Marguerite, pour un petit peu plus tard. Oh bah Mais ok, écoute, tu montreras ta marguerite quand tu voudras, y a pas de problème. très bien. Bah écoute, tu vas bien? Heureux? Bah oui, là je suis de bonne humeur là avec toutes ces belles fleurs et ces beaux cœurs qui ont volé lors de ce Monday Night Raw d'anthologie. Ah, c'est ça. C'était un Monday Night Raw placé sous le signe de l'amour, évidemment, bien sûr. Et d'ailleurs, nous sommes à Indianapolis, dans l'Indiana. Voilà, après Oklahoma City, dans l'Oklahoma, on continue sur des stades et des stades faciles à mémoriser. Et Ouais. ouais, on va commencer directement par l'amour, hein, par l'un de nos amours actuels, par le champion WWE. Ça, si c'est pas un beau symbole d'amour, Bobby Lashley, qui arrive avec MVP, son manager, adoré aussi. Hein, on est vraiment dans l'amour. Alors MVP, il est dans une période imitation. Il se prend un peu pour Nicolas Canteloup. Souvenez-vous, la semaine dernière, il avait ouvert le show en imitant Paul Heyman. Bah là, il imite un peu Scott Steiner puisqu'il nous parle de l'Elimination Chamber, où il nous dit que Bobby Lashley n'aura que 16% de chance de gagner à peu près, puisque voilà, 1 sur 6, ça fait entre 16 et 17%. Mais que en fait non, parce que comme Bobby Lashley il est meilleur que tout le monde, il a 100% de chance de réussir. Donc on fait un peu de mathématiques, de statistics. Il est interrompu par Seth Rollins qui participe à ce match d'Elimination Chamber, qui est ce samedi hein, à Jeddah, c'est bientôt, là on est dans le Go Home Show. Seth Rollins, bon, il déroule son personnage, il se moque un peu de Bobby Lashley, il joue sur des... Lui, il imite un peu Bad News Barrett. Il nous dit, bon, j'ai des good news, j'ai des bad news. Donc, par exemple, il dit, la bonne nouvelle, Bobby Lashley, c'est que t'es champion WWE aujourd'hui. Voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que tu le seras plus à partir de samedi soir. Donc, on enchaîne, en fait, sur un moment assez convenu où tous les participants de l'Elimination Chamber vont venir pointer le bout de leur nez. Riddle qui est en toge parce qu'il a organisé une soirée qui s'appelle RK Broga en hommage au fait qu'ils ont gagné le quiz de la semaine dernière. Il y a Austin Theory qui passe, AJ Styles évidemment, et puis bah, tout ce petit monde dit chacun sa petite phrase au micro pour dire qu'il va gagner à Elimination Chamber. Et évidemment, bon, Bobby Lashley, ça l'énerve un peu. Il prend le micro pour dire que tout ça c'est ridicule et que ben voilà, le plus ridicule de tous, c'est aussi Brock Lesnar qui a aucune chance. Il manquait Brock Lesnar, le voilà qui arrive avec une belle tenue de cow-boy, hein, une belle tenue de Saint-Valentin là aussi, de cow-boy, cow-boy romantique avec une belle veste en mouton, un chapeau. Il vient provoquer Bobby Lashley, mais entre-temps il va se servir d'Austin Theory comme d'un porte-manteau. Et ça, le gamin, ça va lui faire voir rouge. Le petit jeune homme va attaquer Brock Lesnar et ça va partir pas en baston général, puisqu'en fait tout le monde fuit le ring à part Austin Theory et Brock Lesnar qui enchaînent une série de Suplex City sur le petit gamin et qui va en profiter pour poser selfie mode à côté du jeune protégé de Vince McMahon. Donc voilà comment on a ouvert ce show et comment on a lancé la dernière marche vers Elimination Chamber. Est-ce que Yerem, ça t'a hypé de ouf comme on dit? Ouais bah on commence avec l'amour comme tu l'as dit et c'est vrai que c'était une belle intro. Maintenant, enfin une belle intro. C'était long hein, comme cette longue séquence. C'est un peu long. Alors, l'exercice la semaine dernière avait été un peu plus réussi, mais on était complètement dans autre chose avec cette séquence de quiz. Là, on nous a offert une séquence plus traditionnelle d'ouverture avec bah, voilà de chaque protagoniste qui vient avec son micro dire ce qu'il avait à dire. Il y avait des bonnes répliques, il y avait des bonnes promos, et puis la présence de Brock Lesnar qui est toujours surprenante. J'avoue que limite je pensais pas qu'il serait là. Et ben il faut croire que Brock Lesnar, tu l'avais déjà signalé dans d'autres analyses. Et ben il fait partie du roster hebdomadaire et Ouais. il kiffe et nous on kiffe. Donc j'ai trouvé que c'était une séquence assez longue, mais voilà, qui à la fin on était plutôt récompensé de notre patience.
Oui, en fait, on en vient à se demander si pendant toutes ces années où on réclamait que Brock Lesnar soit là à temps plein, en fait, tout ça n'était pas une question d'alignement parce il a l'air tellement content et les gens contents de le voir qu'il aurait pas pu forcément tenir son personnage de méchant destructeur là s'il était là tout le temps là. Il est bien, il est content, il est heureux, il a l'air plein d'amour et moi j'ai trouvé ça un petit peu long quand même. J'avoue que quand Rollins a commencé à arriver, bon Rollins a été plutôt bon au micro, mais quand les autres sont arrivés successivement, je me suis dit ça y est, on est parti pour 10 minutes là où chacun va venir caser une phrase qui sert à rien. Bon, on a eu un petit segment comique à la fin, mais c'était comme tu l'as dit du bien plus classique et moins enthousiasmant que le fameux quiz de la semaine dernière qui était plutôt sympathique. Ouais. Ouais, ouais, mais après, c'est vrai que tout le monde était plutôt à l'aise au micro, finalement, j'ai trouvé. J'ai pas eu, toi, souvent dans ces séquences-là, tu vas avoir vraiment un ou deux protagonistes un petit peu en dessous. J'ai trouvé que tout le monde avait plutôt bien tenu son micro, même ceux qui sont un petit peu moins à l'aise habituellement. Mais il y avait quand même pas mal de pop finalement. Presque tout le monde est face quasiment au twinner dans cette histoire, hein. Il y a vraiment que Austin Theory qui est un pur heel que tout le monde adore détester. Donc Ouais, je sais même pas ce que encore, t'en ouais. penses toi de. Ouais, et encore on l'aime parce que c'est un petit con et justement on est content de le voir se faire German Suplex et se faire botter les fesses. Mais finalement on a beaucoup de twinners euh, ou ou de babyface dans cette histoire. Ouais, oui, t'as raison. C'est vrai que j'avais pas fait cette réflexion, mais là, dans cette cage, on n'a pas de vrai heel, puisque Bobby Lashley et MVP ont l'air maintenant d'être contents d'être là et de eux aussi, c'est un peu savourer la foule. Donc, c'est mystérieux, mais ils sont tous plutôt populaires. Ouais, donc ça va promettre un match en cage Ouais, ça va popper le disputé. public. Ouais, le public Ouais. va être chaud bouillant, je pense, aux différentes entrées de tous ces mecs là, parce que bah, ils génèrent quand même pas mal de réactions. Finalement, c'est un beau casting. Exactement. Alors on va continuer dans cette aventure de Monday Nitro de l'amour. Donc on commence par un match tag team avec les Street Profits qui sont chauds comme la braise, qui vont nous rappeler l'époque où ils étaient les annonceurs du show, hein, en nous montant un petit peu les affiches du soir. On a des belles affiches, hein. On a notamment AJ Styles qui va affronter Damian Priest pour le titre US, hein. D'ailleurs il l'a dit, hein, il aimerait bien être double champion bientôt AJ Styles. On a Randy Orton qui va affronter Seth Rollins aussi. Et eux ils vont se battre ce soir contre les Dirty Dogs, donc Dolph Ziggler et Robert Roode. Et il y a quelqu'un qui regarde ce match avec attention, c'est Tommaso Ciampa, on nous rappelle qu'au dernier NXT, Dolph Ziggler était venu pointer le bout de son nez, on ne sait pas trop pourquoi, pour réclamer un match pour le titre NXT, visiblement. Ça n'a pas trop plu à Tommaso Ciampa qui se dit le taulier, lui, de cette division, hein, avec raison, il y est depuis un bon moment. Donc il est sur les abords du ring, il va regarder le match, il va avoir quelques belles séquences assez classiques, hein, un spinebuster de Robert Roode, il y a des virevoltages de Montez-Ford. Et puis, ben, au final, en fait, alors qu'il glisse à l'extérieur du ring, Dolph Ziggler, il va un peu provoquer Tommaso Ciampa, qui va lui balancer le contenu de son verre au visage. Alors, c'est probablement de l'eau, du coca, je ne sais pas. En tout cas, Dolph Ziggler, ça lui fait très mal aux yeux. Étonnamment, mais ça, c'est une règle à la WWE, hein, projeter un liquide sur le visage de quelqu'un, ça ne sonne pas la disqualification. Hein, l'arbitre, il a tout vu, mais Ah, non. ouais. Ouais. En fait, dans les règles, j'ai vérifié, Raphaël, parce que ça Ouais. m'a interpellé. Mais dans le règlement, effectivement, toute intervention sous forme liquide est autorisée. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça on peut faire ce qu'on veut. Parce que j'ai un souvenir lointain. Je ne sais pas si tu te souviens, pareil, d'un Hart-Truth qui avait pris, à l'époque où il était méchant avec la foule, quand il se moquait des Little Jimmy, qui avait pris un verre de coca d'un spectateur, là aussi, au bord du Ouais. ring. Et l'arbitre avait rien dit, donc c'est autorisé. Et par contre, bah, ça distrait un peu Robert Roode et qui va encaisser le finisher, qui va encaisser le From the Heaven, le Frog Splash de Montesford, un petit peu bizarrement fait là, il a un peu rebondi bizarrement sur son adversaire. Ouais, Mais les atterrissages sont toujours aléatoires. et c'est la victoire. Bon, c'était court, hein, 2 minutes 50 nous dirait Tonton s'il était là. Mais en tout cas, Tommaso Ciampa vient faire coucou dans le main roster. Alors il y a quelques semaines, souvenez-vous, c'était je sais même plus son nom, Orson Wheeler, je crois qu'il s'appelle, qui était venu provoquer AJ Styles Ouais, Grayson Weller. Grayson Waller et ça avait pas finalement, en tout cas dans l'immédiat, donné de suite. Est-ce que tu penses toi que Tommaso Ciampa via Dolph Ziggler il se rapproche un peu du main roster? Et bon, accessoirement, qu'as-tu pensé de ce match? Alors le match était très divertissant, très classique, intervention à droite à gauche, mec. C'est impossible d'être commentateur
et de se retenir d'intervenir dans un match à WWE. Ça devrait être, on devrait les mettre dans des cages, comme tu sais, comme Michael Cole l'était. On devrait sortir la Michael Cole box pour s'assurer de la sécurité des compétiteurs, finalement, qui sont quand même en danger permanent quand un catcheur vient à la table des commentaires. Alors, pour répondre à ta question concernant Tommaso Ciampa, est-ce que ça promet l'arrivée prochaine de Tommaso Ciampa dans le main roster? La réponse est non. En fait, au début, je me suis carrément ambiancé comme toi. Je me suis dit, tiens, super, Tommaso Ciampa. Ah oui, enfin, on se demandait un petit peu où il était et tout. Mais en fait, c'est carrément... On n'est pas là pour faire monter des gens de NXT. On est là pour pousser les gens à regarder NXT. Et donc, on fait à l'ancienne, comme la FCW à l'époque. On fait venir des superstars on implique des superstars du main roster dans les histoires de la fédé, enfin de la division de développement, hein, puisque c'est ce qui est redevenu complètement NXT via son itération 2.0. Et de la même manière qu'AJ Styles est allé faire coucou à NXT dans cette rivalité avec Grayson Waller que tu as cité, et d'où l'apparition de Grayson Waller qui, lui, pour la peine, n'était vraiment pas connu du public, en tout cas beaucoup moins que l'ami Ciampa. Là, malgré l'historique de Ciampa dans le main roster, hein, puisqu'effectivement il était déjà monté, finalement, il n'arrête pas de monter et de descendre, ce Ciampa. Ouais. Là, je pense que ça ne présage rien du tout, ce qui ne veut pas dire qu'il montera bientôt, qu'il ne montera pas bientôt, pardon. Mais je pense que là, on est vraiment dans une optique d'attirer les regards, l'intérêt vers le show jaune. Enfin, arc-en-ciel dorénavant, pardon. Voilà. Le Rainbow Show. Moi, je suis assez surpris parce que je pensais que justement cette nouvelle version d'NXT allait vraiment détacher la fédé de développement du main roster, mais donc ils doivent, une question d'audience, peut-être aller chercher un peu plus loin. Ouais, et puis aiguiser un peu les couteaux des petits jeunes, quoi, toi, en leur mettant en leur montrant des cadors du main roster. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Alors j'avais regardé, hein, j'avais vu Dolph Ziggler à NXT, il avait été très à l'aise dans sa promo micro. Moi j'ai trouvé que Ciampa, on en parlait souvent de cette catégorie de taulier de NXT. Là, debout face à Dolph Ziggler, bon, Dolph Ziggler n'est pas le plus gros gabarit, mais je me suis dit qu'il n'était pas non plus ridicule et il avait sa place dans le main roster un jour. Je lui souhaite quand même de monter à Tommaso Ciampa, même s'il avait l'air de pas avoir forcément trop envie. En tout cas, je crois que de toute façon, ouais, il y aura un match un de ces jours avec Dolph Ziggler à NXT, ça a l'air bien parti. De son côté, bon, il s'intéresse plus trop. Enfin, là, on va dire que les Dirty Dogs sont un peu en bas de la carte et n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de programmes de leur côté, en tout cas. Est-ce qu'on passerait pas à une petite soirée déguisée? Ah, tu sais que j'adore les soirées déguisées, hein. Je sais. Ah ouais, que de souvenirs, dans le manoir de Giscal, là, on avait des soirées déguisées assez. Il y avait toujours des surprises quand tu faisais tomber les masques. Ah ouais, ça c'était déjà, on faisait tomber les masques à l'époque, on était en avance sur notre temps. Mais alors c'est une soirée de toge, toge romaine. Voilà, il y a Riddle qui est dans les coulisses avec alors bon il a plutôt invité des locardeurs, hein, quand même, Riddle, puisqu'on retrouve Apollo Crews et le commandeur Aziz qui sont là sans trop y faire grand chose à part tenir un verre. Donc il y a Zelina Vega et Carmella qui se pavanent un peu. On verra passer aussi justement les Street Profits qui viendront faire un tour et tout. Randy Orton, lui, il se refuse à venir. Hein, il le dira ensuite au micro du commentateur de l'intervieweur backstage. Hein, lui, il préfère rester concentré sur son match qu'il aura ce soir. Ce main event du soir, on peut l'annoncer déjà contre Seth Rollins. Bon, la soirée tournera court. Hein, on va directement aller à l'essentiel puisque Riddle finira par être attaqué alors qu'il était en train de jouer de la guitare avec une très belle voix, et il sera attaqué par les par les Alpha Institute, là, j'ai perdu le mot, Alpha Academy, voilà, parce qu'ils sont en colère évidemment d'avoir perdu le challenge de la semaine passée, et ils présagent qu'ils vont gagner eux l'affrontement tag team qu'il y aura au sujet de la ceinture. Donc je sais pas si tu as apprécié ces segments de coulisses, si tu aurais aimé faire partie de la soirée Toge et si tu as compris le concept. Alors, j'ai compris le concept, puisqu'il faut venir vêtu en toge. Donc, Oui. ça avait l'air d'être. C'est un concept. Je pense que Riddle organise des soirées à thème assez simple. Voilà. Oui, je pense aussi. Ça n'a pas l'air d'être un mec qui se prend trop la tête. J'aurais
Deuxième question, j'aurais aimé être invité, hein, parce que je Oui. pense que les chroniqueurs de catch-up auraient tout à fait leur place avec les low carders de Tout à Monday fait. Night Raw pour aller à la soirée. Mhm. Et puis ouais, c'était une séquence sympa, même si ça aurait pu être. Je trouve toujours que souvent, finalement, ça manque un petit peu de folie ces séquences backstage. On verra plus tard, il y en avait d'autres autour du titre 24/7. Voilà. Moi, je vais le dire maintenant pour ne pas oublier, mais moi, ça me manque, par exemple, toutes ces vignettes qu'il y avait avec la Fashion Police ou alors, tu sais, avec les thérapies avec. On reparlera de thérapie, malheureusement, mais Eh avec oui. les thérapies avec la Team No, où vraiment il y avait un peu de créativité pour alimenter ces séquences un peu backstage. Voilà, là, c'était un petit peu. Bon, c'est sympathique, mais voilà, on met pas trop les moyens, je trouve, des fois, pour rythmer le show avec ce genre de séquence. Donc, c'était pas la meilleure soirée organisée par Riddle. C'est vrai que c'est un peu fainéant, je suis d'accord avec toi. Ils trouvent l'idée du toge, des toges, et puis après ils vont pas trop chercher dans l'écriture, alors que ça aurait pu être amusant backstage de faire des petits croisés entre mid-carder, entre feuds, je ne sais pas, mais non, c'est pas aller bien loin et c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être plus drôle, je pense. Alors, dans les affaires qui se passent backstage, ce soir nous verrons Kevin Owens uniquement en coulisses, hein. Il sera pas sur le ring ce soir. Il est dégoûté, il a bien compris qu'il serait pas à Elimination Chamber. Ce qui lui fait dire, c'est un raisonnement un peu raccourci, je trouve, Kevin Owens, qui ne sera sûrement pas à WrestleMania. Alors, Oui, ça là, je tombe. sais pas ce Ouais, qu'il lui a pris, là. Moi, voyons, ouais. Kevin. Kevin, ouais. On l'a connu plus intelligent que ça. Voilà. Mais en tout cas, il y a eu un sondage Twitter qui avait quand même demandé aux fans si Kevin Owens avait été sincère quand il disait qu'il aimait le Texas ou pas. Bon, bah, a priori, les gens ont pensé que Kevin Owens n'était pas sincère et c'est ce qui va nous confirmer. Il va nous dire, Texas, justement, la seule chose dont je suis content de pas aller à WrestleMania, c'est de pas catcher au Texas. Et il nous dit qu'en gros, si les États-Unis étaient une personne, le Texas, ce serait le as, ce serait que dire pour être poli? Quel mot L'arrière-train, employer? le L'arrière-train, voilà, postérieur. le popotin, le postérieur. J'ai cherché s'il y avait un mot québécois ou autre. Mais en tout cas, il était bon. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interaction de Kevin Owens qui a l'air de vouloir se mettre à dos la foule de WrestleMania avant même d'y être? Ouais, bah pareil, je trouvais ça assez nul en fait. J'étais un petit peu déçu là par ce retournement de situation de Kevin Owens. Ça fait quand même plusieurs semaines. Ça paraît anodin comme ça, c'est anecdotique comme séquence, mais finalement on vient de faire un twist là sur le comportement de Kevin Owens qui est assez important puisque ça fait des semaines que Kevin Owens joue un petit peu les faux semblants, tu vois, toutes ces séquences avec Seth Rollins où les deux savent que on se fait des bassesses et on joue au faux semblant, c'est celui qui sera le plus, le moins sincère possible. Et puis il avait l'air assez, quand il avait fait sa promo sur le Texas, même si ça sortait un peu de nulle part, il y avait vraiment une certaine, comment dire, intensité. Puis enfin voilà, on se disait, enfin voilà, il y avait tout autour de Kevin Owens, tout ce côté, ouais, finalement, est-ce qu'il est sincère ou pas, peu importe. Mais et là, tout d'un coup, on fait un sondage et puis ouais, vous avez raison, vous les gens qui avez voté, en fait, je déteste le Texas. Toi, il déballe tout d'un coup, il avoue qu'il ne voulait pas avouer depuis même des mois que c'est un menteur, parce que c'était sa langue, hein. Kevin Ouais. Owens est un menteur, il est malhonnête. Et là, lors d'une petite séquence backstage sans enjeu, il se révèle, toi. Il se révèle sa véritable, voilà, qui est vraiment que, bah oui, c'est un menteur et qu'il déteste le Texas. Oh. Pour toi, ça m'a laissé un petit peu perplexe. Ah ouais, moi aussi. Le timing et l'endroit, c'est un peu bizarre. Alors peut-être parce que comme on n'est pas au Texas, il n'y avait pas vocation à avoir une grosse hit. Je sais pas comment les gens de l'Indiana perçoivent le Texas. Peut-être qu'ils sont d'accord avec Kevin Owens. Ouais, je suis pas Mais sûr parce que tu sais, tu as raison de dire ça parce qu'il y avait un plan justement sur la foule à ce moment-là, la ouais. grande révélation comme quoi oui, il détestait le Texas et les gens étaient là. Bah, toi, attends, il me reste plus grand-chose dans mon gobelet, j'aurais peut-être repassé à la buvette là. Enfin, Ouais, c'est ça. C'était le. les Ça aurait, mecs, ils ont rien à foutre du Texas dans l'Indiana. ça aurait été le flop s'il avait dit ça sur le ring peut-être ce soir. Alors est-ce qu'ils n'ont pas un show prévu? Ils auraient pu dire ça à un autre moment, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est une histoire de moi. Je l'aurais peut-être pas fait apparaître du tout et j'aurais lancé ça après Elimination Chamber. Je sais pas. Ouais.
Bref. Ouais, il y a eu C'était beaucoup de. On en reparlera sur d'autres séquences, mais il y a eu beaucoup de timing un peu bizarre. Ouais, Et c'était un là, peu étonnant. Alors, niveau de timing bizarre, est-ce que le match pour le titre US en fait partie? Car Damian Priest avait perdu la semaine dernière contre AJ Styles, et donc c'était un match pas pour le titre, mais là, il va remettre sa ceinture en jeu contre le phénoménal AJ Styles, hein, qui est en pleine forme, qui sera dans l'Elimination Chamber, donc il est un peu dans le haut de la vague, il veut être double champion, il l'a dit. Ce soir, il va se battre comme un beau diable, hein, face au grand Damian Priest. Il va l'envoyer à l'extérieur du ring. Il va lui faire. À un moment donné, il y a une superbe corde à linge qui lui fait là, qui fait passer Damian Priest par-dessus la troisième corde. Et ensuite, il y a un très bel enchaînement, j'ai trouvé à l'extérieur avec le grand Damian Priest qui est debout à l'extérieur du ring, et AJ Styles qui est sur la rambarde, qui essaie de lui donner un coup de pied, l'autre qui essaie de le faire tomber. Enfin, il y a eu beaucoup d'enchaînements sympas, mais le match est assez court finalement, puisqu'il dure moins de 5 minutes. Et Damian Priest va réussir à coincer son adversaire en lui tombant tout son poids dessus dans une sorte de roll-up, hein, il faut dire ce qui est, de little package. AJ Styles, il est un peu dégoûté, mais il serre la main quand même de son adversaire, et tout le monde a l'air de repartir content. Donc voilà, cette histoire est-elle balayée pour qu'on passe à autre chose, d'après toi? ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. On aura la réponse dès l'Euro du lendemain d'Elimination Chamber. Ah, t'es un bon pronostiqueur, toi. Mais honnêtement, voilà, on parlait de drôle de timing. Tu posais la question en préambule de ton play-by-play. Là, on est en plein dedans. Enfin, on en avait parlé déjà la semaine dernière avec Tonton, et je pige pas là. Je pige pas ce drôle de timing de mettre AJ Styles dans la title picture du titre US. Et du coup, on veut pas faire perdre Priest, mais du coup, ça donne quand même une défaite à AJ Styles. Est-ce qu'on n'aurait pas pu garder ça pour après l'Elimination Chamber? Ou est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser ça pour justifier la défaite éventuelle de d'AJ Styles à la chambre d'élimination? Parce que finalement, là, il s'est rien passé qui pourrait expliquer, toi, je sais pas, il est blessé, ou alors, enfin, Damian Priest rentre complètement dans la tête de AJ Styles, qui d'ailleurs, Damian Priest enfin, c'est pareil, ça, qu'est-ce qui devient Damian Priest 50-50, là, qui a un côté dark, pas dark. Finalement, à la fin, tout le monde se serre la paluche, et tout le monde est content, tout le monde rentre chez soi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Là, on est dans une, c'est la Twilight Zone, là, mon bon Raphaël. C'est vrai que c'est un peu mystérieux. Bon, et voilà, peut-être c'était histoire d'occuper Priest, de dire qu'on fait pas rien avec cette ceinture. Soit c'était un challenge de transition, mais effectivement, ça. Bon, l'Elimination Chamber est ce qu'elle est, donc ça, on va dire que ça affecte pas en soi les chances d'AJ Styles. Bon, il passe un peu. Il perd un peu rapidement là quand même, mais c'est vrai, c'est un peu mystérieux tout ça. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver pour Priest un vrai challenger pour le pay-per-view? Parce que je pense qu'il va pas à Jeddah là, il reste au repos visiblement samedi, non? Ouais, il est pas annoncé. Je suis d'accord. J'aurais bien aimé qu'on nous mette un autre challenger, là, qu'on occupe de la vraie mid-card et qu'on laisse les main eventers focaliser sur la chambre d'élimination. Tiens, d'ailleurs, je pense à quelque chose, mais grosse Oh. parenthèse. Mhm. Est-ce que ça serait pas le premier show en Arabie Saoudite, ou pour le moment en tout cas, mais on n'est pas à l'abri des surprises, Mansour n'a rien au programme? Eh ben, tu as tout à fait raison. Mansour n'a pas de programme. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais là, carrément, qu'on aurait pu mettre Mansour dans la title picture du titre US. Carrément. Si c'est ce que Ah, tu sous-entendais. bah, je suis pas sûr que ça serait une bonne idée parce que vu qu'il est invaincu, ça veut dire qu'il serait reparti champion, pourquoi pas? Ou alors pour faire de Damian Priest un vrai heel, mais bon, mais mystérieusement, peut-être qu'il va juste prendre la parole, je sais pas, ou avoir un match surprise, mais c'est vrai que c'est. On avait oublié un peu, mais d'habitude c'est quand même son WrestleMania à lui, ça. Donc c'est bizarre. Ou il est blessé Ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. C'est assez étrange. Alors ouais, je sais pas. Je sais pas. J'allais te dire, il restait un spot à prendre dans la chambre d'élimination des filles, mais Ah, tu as raison, tu as raison. On va voir ce soir si la place est prise par quelqu'un ou par Mansour. Ça serait une grande ouverture d'esprit de la part de la WWE en Arabie Saoudite, ça serait beau. ah ouais, un match mix dans une chambre d'élimination à Jeddah. Mm. Qui l'aurait cru il y a 5 ans? C'est sûr. Bon, on n'y est pas encore. La place qui est libre dans la chambre serait-elle prise par le géant Homos qui est arrivé ce soir sur le ring pour démonter en 1 minute 25 ce qui reste du Hurt Business, c'est-à-dire Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui se sont fait démonter. Voilà, quelque chose à dire à ce propos. Je trouve que Shelton Benjamin ressemble de plus en plus à Sylvain Wiltord pour faire une référence footballistique de qualité.
C'est à peu Ah près oui, tout ce oui, que j'ai à dire. oui, oui, c'est vrai qu'il y a ça, si je m'avais eu le temps, oui, bah, pourquoi pas. Euh, Moi, je me pose la question quand même, c'est quoi le Hurt Business, c'est quoi aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce Bah, que c'est c'est? pas. Les C'est mecs un, sont annoncés du Hurt Business alors qu'ils se sont fait virer du Hurt Business. Oui, hein, c'est rigolo. C'est quand Ils ont même bizarre. repris, ils Ils ont se sont repris fait les virer droits. 2 fois. Oui, ils ont repris les droits. Alors, toi, ce que je disais, c'est à la limite, ce qui aurait été plus malin de faire, mais ça aurait peut-être demandé beaucoup trop de choses au scénariste. Mais c'est que finalement, c'est plutôt Bobby Lashley qui a quitté le Hurt Business, qui avait plus besoin du Hurt Business. Ils Ouais. auraient dû nous le présenter comme ça, et là, on aurait compris que finalement, eh ben, comme tu l'as dit, Shelton et Cédric, bah, ils gardent les droits, ils récupèrent les droits du Hurt Business. Et puis roule, mais c'était quand même bizarre. Il y a tellement d'équipes de tag team à WWE qui n'ont jamais de nom, qui c'est presque frustrant. Ça, c'est AJ et Homos par exemple. Ils n'ont jamais eu vraiment de nom d'équipe. Moi, ça me frustre toujours. J'aime qu'ils trouvent un nom d'équipe. C'est souvent l'occasion de faire des noms rigolos comme Air Cabro. Ça vole pas très haut, mais au moins ça crée un peu de pop autour de l'équipe. Là, les mecs, Hurt Business, ben d'accord, limite, je dis, bah, il faudrait mieux qu'ils aient pas de nom parce que c'est quand même assez bizarre. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette séquence destructrice d'Homos, du géant Homos. Allez, pour oublier cette destruction violente, on va revenir un peu dans l'amour, en tout cas dans l'amour dans la Twilight Zone, hein, comme tu me disais, puisque nous allons partir au restaurant. Hein, c'est la Saint-Valentin, évidemment. Et nous allons retrouver Dana Brooke et Reginald, enfin Reggie, hein, qui sont au restaurant pour la Saint-Valentin. Mais ils sont pas tout seuls, évidemment. Ils sont épiés sur une table lointaine par Tamina et Tozawa, avec un R-Truth, lui, qui passe en mode serveur, déguisé avec une fausse moustache et tout. Et évidemment, ça va finir en pagaille, puisque c'est le fameux type. Reginald va prévenir Dana Brooke, ce qui va leur permettre d'éviter les assauts de leurs adversaires. Mais Reginald en profite pour faire une petite déclaration. Hein. Ils sont très amis avec Dana Brooke, mais visiblement, il aimerait bien que ça aille un peu plus loin. Et Dana Brooke, bah, malheureusement pour lui, va pas suivre les mêmes inspirations, les mêmes inclinations. Elle lui dit, je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de très bien, mais je préfère qu'on reste amis. Et ce à quoi Reginald rétorque en lui faisant un petit paquet, un roll-up, et en lui reprenant la ceinture 24/7. Donc voilà, il a pas voulu. Est-ce qu'on fait la blague? Et il a pas voulu qu'elle le pine, mais il la pine quand même, ou un truc comme ça? Ou c'est trop Ah bah, elle est faite du coup. PG. Bravo, bravo. Ah, Voilà, merci. il est très fort ce Raphaël. Bah écoute, de la Twilight Zone à la Friend Zone, il n'y a Ouais, qu'un pas. Et ce pas, eh ben, Reggie, notre ami francophone Reggie, l'a passé. Et je dis bravo, il a vengé tous les mecs qui se sont fait friendzoner en soirée. Et il est reparti avec le titre. Et la pauvre Dana, là, elle s'est retrouvée. Elle a tout perdu ce soir. Elle a tout perdu. Un ami et le titre. Et ouais. voilà. Voilà. Bon, est-ce que c'était vraiment divertissant et tout? Je trouve toujours que, comme tu le disais pour les segments avec la Fiesta de Riddle, ils vont pas tout à fait au bout de ce que ça pourrait être. Ça pourrait vraiment être hyper fun et divertissant, comme ça l'avait été un peu au début. Ouais. Maintenant, c'est toujours un peu facile quand même. Il se Ouais, passe là on pas est beaucoup. vraiment, on reste dans les backstage. Genre c'est bête parce qu'il y avait ce côté avec le restaurant là où ils se faisaient épier par toute la team 24/7. Là. Il faut aller à fond. 24/7, il faut que ça soit du ridicule. Ouais. Ils ont eu des inspirations avec les ninjas par exemple. Ça c'était complètement con, mais c'était rigolo. Voilà, il faut mettre les moyens. C'est des mecs, tous ces gens-là là, qui sont dans le 24/7, ils ont pas le choix de toute façon. Donc tu leur donnes ça, ils vont y aller à fond. Et il faut sortir les costumes, il faut aller dehors, il faut aller dans des vrais restaurants, il faut foutre le bordel, il faut tout retourner, il faut être créatif quoi. En 2-3 minutes, il y a moyen de vraiment. Là, il y avait l'écriture, il y avait la petite histoire, mais il y avait pas l'enrobage, il y avait pas la mise en scène, il y avait pas. Bah, voilà, il y avait pas de consistance et donc c'est dommage, voilà, c'est dommage. T24/7 mérite mieux. C'est incroyable de dire ça aujourd'hui, mais T24/7 mérite mieux. Je sais pas s'ils méritent, mais ils peuvent faire mieux, en tout cas. En tout cas, j'en suis sûr. Mais en tout cas, voilà, c'était l'amour a été mis à mal hein, ce soir, l'amour, l'amitié. Si on parle d'histoire d'amitié, on va même parler d'histoire d'admiration. Parce que là, on va passer à quelque chose de très sérieux. On va arriver à une signature de contrat pour le titre féminin. Donc là, on rigole plus. Donc on a Adam Pearce sur le ring, on a Lita qui débarque. Et celle qui rigole pas du tout, c'est Becky Lynch qui arrive dans un état lamentable. Hein. Elle sait plus comment mettre sa veste, elle est mal habillée, elle a des cernes, elle est dans un état pas possible.
Elle nous dit qu'elle veut pas faire ce match en fait, Becky Lynch, que pour elle c'est un vrai traumatisme de voir son idole de jeunesse l'attaquer comme elle l'a fait la semaine dernière, que Lita a déjà tout gagné, donc elle a rien à gagner dans cette histoire, et donc elle veut pas de ce match, Becky Lynch, elle veut qu'on s'arrête là, qu'on reste copines et que chacune reparte de son côté. Mais Lita, elle dit non, 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 elle dit moi je suis là parce que j'ai encore un run de championne dans les pattes et je veux gagner et c'est parti, allons-y, elle signe. Bon, bah Becky Lynch a dit ok, finalement Becky Lynch accepte, mais elle dit là tu me pousses vers un endroit où je veux pas aller, c'est vraiment, tu sais pas de quoi je suis capable pour garder ce titre et là je connais tes points faibles, je t'ai tellement regardé, je t'ai tellement vu. J'ai pas de souci à te briser la nuque, là, à te briser le cou. Et elle finit en lui disant avant, on se souvenait de toi, les gens pensaient à toi avec le sourire aux lèvres. Et après, Jedi, ils penseront à toi avec la larme à l'œil. Et elle signe et elle s'en va. Est-ce qu'on a réussi cette séquence? Est-ce qu'on a mis Ah ouais. l'ambiance? On n'a pas tout à fait fini là-dessus. Lita, elle a dit, elle a repris un peu un argument du Shield dans son temps de Seth Rollins sur le Shield. Elle a dit, bah, si vraiment j'ai été ton inspiratrice, celle qui t'a créé, Becky Lynch, ton modèle, bah, je peux être aussi ton destructeur. Hein. De toute façon, Samoa Joe là aussi. Donc c'est plus question d'amitié là. Hein. On est vraiment dans un registre autre part. Est-ce que tu as été convaincu par cette Becky Lynch habitée par sa haine finalement? Ah ouais, là on est vraiment dans une super écriture, j'ai trouvé. Super interprétation. On utilise l'histoire. On utilise voilà comment dire le positionnement des deux catcheuses. On utilise une Becky qui est habitée par son personnage et qui nous démontre vraiment beaucoup de subtilité, je trouve, pour une signature de contrat euh, à laquelle on n'est pas habitué. On attend toujours juste une chose, c'est que les tables soient détruites. Bah là, j'attendais pas ça, quoi. J'étais vraiment un peu subjugué par tout le cheminement psychologique, la réflexion de Becky, et tu voyais vraiment son jeu se dévoiler et qui disait, ben voilà, qui à chaque fois est repoussé un peu dans ses retranchements pour essayer de ne pas avoir, de se défiler, quoi, pour ne pas avoir à affronter Lita, et tu es un peu dans une zone de tourment entre effectivement cette Becky qui ne veut pas détruire Lita, mais en même temps qui veut la détruire, son ancienne idole, et après qui évidemment culpabilise les autres en disant que il y a que les fous qui veulent voir ce match en fait. Il y a que les fous qui veulent voir Lita, notre idole à tous, se faire détruire pour un dernier match. Quel véritable fan digne de ce nom voudrait voir son idole se faire détruire en direct? On est toujours là à se plaindre du dernier match du Taker là qui a plus de hanches ou de Goldberg qui veut pas s'en aller, et là on est là, ouais Lita, ouais vas-y à 47 ans là, à Lita, et qu'est-ce qu'on veut? On demande qu'elle meure sous nos yeux. Non mais c'est horrible. Et Non, tout non. ça. Après, ça se fait encore hein, dans ces pays là-bas, je crois, qu'une femme meure en public. Non, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est toujours possible, je crois. Oh oui, 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 Ouais, oui, voilà. oui, oui, oui. Ils seront contents. Hein. Ça se trouve, ils vont tous avoir un petit Parties. caillou. Dans les un petit Quelle caillou horreur. WWE. Tu vois, d'habitude, tu peux repartir avec ta chaise. Bah là, tu peux repartir avec ton caillou. Refermons cette parenthèse géopolitique. Ouais. Et effectivement, voilà, j'ai beaucoup apprécié cette passe d'armes, la psychologique entre les deux. Vraiment, je trouve que parfois, voilà, on se plaignait que le titre 24/7 était délaissé. Mais là, Becky Lynch et Lita, je salue aussi Lita qui vraiment et aussi, bah ouais, elle a un dernier shot, un dernier run, et elle a le sourire qu'elle va peut-être perdre ce week-end. Et je trouve que les deux filles ont vraiment sorti un grand jeu là. Bah écoute, je partage tout à fait cette jolie déclaration d'amour en cette Saint-Valentin pour les deux femmes. Je trouve que Becky Lynch a été, bah, enfin l'écriture a été très bonne, comme tu l'as dit. Elle a eu voilà, elle est dans quelque chose de beaucoup plus fin que d'habitude à la WWE. Hein. Elle est pas brute là à vouloir se casser la gueule. Elle essaye d'éviter le combat, mais en même temps au final elle l'accepte, ce qui est souvent à la WWE, souvent c'est assez binaire. Hein. Soit il y en a un qui veut se battre, et il y en a un autre qui veut pas du tout, type le Miz qui passe sa vie à fuir les matchs ou autre ou autre Seth Rollins à une époque et tout. Là, elle l'accepte, elle est très compétitrice, elle se sait supérieure, elle se sent supérieure, mais elle va tout faire quand même pour effrayer son adversaire. Moi, j'ai trouvé ça intense, prenant, ça me donne envie de voir le match. Honnêtement, je trouve que Lita est très à l'aise, évidemment, très charismatique, très souriante, donc moi, je suis assez
convaincu que ce dernier run de championne, j'ai bien envie de le voir. Mais alors, est-ce que ça peut être contre Becky Lynch déjà? Je ne sais pas. Sachant que, de toute façon, on sait d'avance que ce match n'aura pas de revanche dans les médias, puisque, comme tu l'as précisé tout à l'heure, il y aura aussi un match féminin à Elimination Chamber. Et la gagnante de l'Elimination Chamber féminin sera la challengeuse à WrestleMania. Donc, a priori, on n'aura pas de revanche Lita contre Becky Lynch. En tout cas, pas en un contre un. Pas un contre un, c'est vrai, c'est le suspense. Et justement, tout ça est une habile transition, puisque ce fameux match Elimination Chamber, on a 5 participantes déclarées pour le moment. Eh bien, les 5 vont s'affronter dans un gauntlet match. On connaît le principe, hein, voilà, dès qu'il y en a une qui perd, il y en a une autre qui arrive. Et la gagnante récupère le dernier spot dans l'Elimination Chamber, celui qui fait arriver la plus en forme, forcément. Donc c'est précieux, pardon. Et le match va commencer avec Rhea Ripley contre Nikki ASH, l'occasion de revoir cette affiche, qui au bout de 7 minutes 36 verra finalement, grâce à un Riptide, la victoire de Rhea Ripley. Rhea Ripley qui n'aura pas le temps de se reposer, hein, puisque directement arrivera Liv Morgan avec une sorte de nouvel arrangement, nouveau maquillage, nouveau style. Liv Morgan qui fera du mieux qu'elle peut, mais pareil, elle ne pourra pas empêcher d'encaisser un autre Riptide qui fera que Rhea Ripley va avancer dans ce match, hein, au bout de 15 minutes déjà. Doudrop arrive, et là on a quand même une grosse affiche, parce que comme le rappellent les commentateurs, Doudrop et Rhea Ripley, on les a jamais vus encore l'une contre l'autre. Donc ça va s'échanger des coups dans tous les sens. Rhea Ripley, elle va essayer plusieurs fois de soulever son adversaire, elle va avoir du mal, mais finalement elle va réussir. Incroyable, et là le public qui commençait gentiment, on va dire, dans ce gauntlet match, commence vraiment à prendre fait et cause pour Rhea Ripley notamment. Et Rhea Ripley va placer son Riptide, alors rapidement, hein, vite fait quand même sur Doudrop, mais elle va y arriver. Et elle va éliminer, voilà, 3 éliminations consécutives pour l'Australienne. Mais il n'en reste plus qu'une face à elle. Il ne reste plus que Bianca Belair qui débarque. Oui, parce que la 6e place, on ne sait pas qui c'est, donc elle ne participe pas à ce match, hein, par définition. Elle n'aura pas la chance d'être la dernière. Donc Bianca Belair arrive, et là, il nous reste quand même une bonne partie, parce que les deux femmes vont faire un face-à-face assez impressionnant, hein, où elles vont se rendre là aussi coup pour coup, en tentant à peu près tout ce qu'elles peuvent. Le Riptide sera tenté plusieurs fois, mais il ne passera pas. Donc au bout de 44 minutes sur le ring, quand même, au bout d'une énorme performance de Rhea Ripley, elle devra marquer le pas. Et elle va encaisser le KOD, hein, de mémoire. Ouais. Et c'est Bianca Belair qui va l'emporter. Donc le public était à fond sur cette dernière affrontation, hein, sur ce dernier affrontement, en scandant les noms des 2 jeunes femmes. Bon, mais le dernier shot pour la cage, ça sera pour Bianca Belair qui va pouvoir un peu se reposer. Mais par contre, est-ce que Rhea Ripley n'a pas convaincu tout son monde? Et est-ce que tu apprécies de base ce concept de mettre un peu tout le monde ensemble alors qu'on va les voir aussi dans 5 jours? Est-ce que c'est un amuse-bouche ou est-ce que c'est un peu gâcher la surprise? Oui, bah tu sais, on s'est dit la semaine dernière avec tonton, je crois que c'était pour la division féminine, qu'on allait y avoir droit à notre 3v3 ou c'était un peu compliqué parce que le 6e participante à ce moment-là n'était pas encore annoncé, mais qu'on a souvent droit à un match où tout le monde est mis un peu au repos, tu sais, avant les gros pay-per-view. Donc on fait du tag team playa et puis chacun met son petit finisher et puis finalement on retient pas grand-chose. Là, on peut quand même saluer l'effort sidéral, monstrueux qui a été fait pour aller récupérer la pauvre Rhea Ripley, qui était un petit peu au fond du trou cette année, après ses débuts un peu en fanfare il y a un an, pour justement la remettre complètement en selle pour cette chambre d'élimination. Là, c'était le Rhea Ripley time, et c'était assez fantastique à voir. Puisque, elle a quand même placé 3 fois son finisher. On a eu tout, hein. Elle a eu l'épreuve psychologique en affrontant sa némésis du moment, son ancienne amie, qui a bien tenu, puisque je crois qu'elle a tenu quand même plus longtemps que les deux suivantes. Mais voilà, Nikki. Après, Liv Morgan, alors effectivement, qui a changé de outfit. Maintenant, elle retrouve des couleurs et tout ça. J'ai pas très bien compris le projet Liv Morgan. Et puis après, l'épreuve de force, hein, face à Piper Niven, là, tu l'as bien décrit. Match original et surtout qui a vu Rhea Ripley encore réussir ce tour de force incroyable de placer le Riptide sur
sur un adversaire monstrueux. D'ailleurs, j'étais là, j'étais dire, mais elle pèse combien cette Piper Niven? Parce que quand elle fait ses descentes là, qu'elle te saute dessus, ça doit quand même bien peser. Ça doit pas être facile là d'absorber les chocs. Mais je me suis rappelé à mon beau souvenir que la révolution féminine n'a pas terminé complètement son travail puisqu'on n'annonce toujours pas le poids des femmes à leur entrée, le poids des catcheuses. Ça pourrait Eh être la oui. prochaine étape de la révolution Ça ne féminine. se demande pas aux femmes, enfin. Oui. Ah oui, mais là on leur demande pas, hein, c'est elles qui doivent le donner, tout simplement. On l'annonce, on le demande pas, on l'annonce, C'est vrai. c'est connu de tous, mais je serais assez curieux quand même de voir un petit peu ça permet des fois de voir comme alors les gabarits, on les voit les différences, mais c'est toujours impressionnant d'entendre qu'un catcheur pèse plus de 150 kilos ou qu'il frôle la barre des 200. Et là, waouh, bah, pour les filles quand même, hein, on a quand même des gabarits assez différents et j'aimerais bien avoir l'info. Donc, bah écoute, voilà, j'ai trouvé ce Gauntlet match vraiment bien gaulé. Le public s'est pas trompé et ça m'a pas. Toi, je me suis pas dit, ah bah non, toi, on dévoile un peu ce qui va se passer à la chambre d'élimination, parce que ça va être un petit peu différent. Ça commence toujours un peu comme un Gauntlet match, mais au bout d'un moment, tu commences à avoir plein de monde quoi Ouais. dans la cage, donc c'est une configuration assez différente. Bien, nous allons aussi savoir ce soir la 6e participante. Nous avons retrouvé Alexa Bliss dans son rendez-vous chez le psy hebdomadaire. Semaine après semaine, elle va mieux, Alexa Bliss, hein, ça se voit dans ses tenues, elle est beaucoup moins dark et hardcore, là elle redevient presque une petite fille normale, presque l'Alexa Bliss qu'on connaissait. Ça va mieux, le psy le confirme. Il va quand même lui donner un drôle de cadeau, il lui donne un cadeau euh, de la peluche Lily, mais c'est pas la vraie Lily originelle, c'est la Lily du network là qu'on peut acheter sur le shop en ligne, mais à l'intérieur il a mis la laine de la vraie Lily. Enfin c'est une histoire un peu bizarre. En tout cas le psy dit à Alexa Bliss qu'elle est guérie, qu'elle peut partir, mais par contre il faut surtout qu'elle garde Lily toujours le plus proche possible d'elle, vraiment près d'elle, et que tout se passera bien. Alexa Bliss, elle est contente, elle est heureuse, elle s'en va, et on entend sa voix nous annoncer que elle prend le shot dans la chambre d'élimination. Et de suite, là, il y a un technicien qui est très très prompt à la WWE. Il rajoute l'image d'Alexa Bliss dans la 6e loge. Donc nous avons notre dernière participante. Est-ce que c'est une surprise pour toi, Irem? Que ça rebat les cartes? Ouais, ça rebat les cartes. Oui, ça rabat un peu plus les cartes que si ça avait été mid-cardeuse de nulle part, ou alors, tu sais, une légende de la W2, toi, genre Kelly Kelly ou qui sais-je encore, qui aurait été rajouté Sarah Logan? ou Sarah Logan. Donc, est-ce que ça rabat les cartes? Je ne sais pas. Ça rajoute, je trouve, de l'intérêt quand même à la chambre d'élimination, parce qu'elle a quand même un personnage assez fort, hein, notre Alexa Bliss. Euh, donc, je suis pas forcément surpris, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée que ce soit elle qui ait cette 6e place. Voilà, elle est tout à fait légitime. Et puis enfin, enfin, elle est de retour, quoi. Tu vois, enfin, cette histoire de thérapie de psy est de retour. On est terminé. J'ai franchement rien compris à la technique psychologique et psychiatrique utilisée par le médecin par le psy pour Ouais, mais guérir. t'as fait qu'une année de psycho, toi, non? En Ah licence. ouais, après, disons que je commençais un petit peu. Les autres élèves commençaient à se plaindre que je les utilise. Voilà, Ah ouais. j'étais un petit peu trop, voilà, un peu trop tordu, j'imagine peut-être. Je leur parlais de catch et ils comprenaient pas. Tu vois. Ah oui, oui, oui. Vous voyez pas le loin. Non, je leur parlais de la psychologie du catch et voilà, tout le monde m'a pris un petit peu d'eau et puis ça s'est terminé là. Du coup, d'où le podcast Catch Up, qui est la suite de la thérapie, de ma propre thérapie. Hmm. Donc voilà, après je suis assez curieux de voir comment ce personnage va vivre en fait. Et dans la chambre d'élimination, j'espère qu'on aura un petit aperçu de ça. Moi, j'ai été un poil déçu. Enfin, en fait, quand Alexa Bliss a eu ce changement vestimentaire et physique et tout, je me suis mis à me dire, mais est-ce que cette séance de psy, c'est pas une sorte de rembobinage? Maintenant que Bray Wyatt est parti, tout ça, est-ce qu'on veut pas nous abandonner la Alexa Bliss la psychopathe, et on l'a fait guérir pour redevenir Alexa Bliss, la Alexa Bliss qu'on connaissait, quoi, la godesse, la star et tout. Un peu comme quand le Fiend, là, juste avant WrestleMania, était passé dans ce couloir où il était revenu tout nettoyé.
Mais ça me paraissait étonnant parce qu'Alexa Bliss étant la plus grosse vendeuse de la boutique, on le sait, ça me paraissait étonnant qu'ils abandonnent un peu ce merchandising. Et quand le psy a commencé à dire ah surtout tu te sépares pas de Lily et tout, j'ai ah putain on va y rester dans cette histoire. Et il a tellement insisté là-dessus qu'on va réavoir des séquences où comme Charlotte Flair en son temps où Lily va être enlevée, va être machin, va être j'espère qu'elle va pas arriver à chaque fois sur le ring avec elle comme elle le faisait dans son temps là, en le mettant dans le coin du ring ou comme Rowan avec son araignée. On aurait dû présenter Lily et l'araignée, ça aurait pu être sympa. Je pense que, tu sais, peut-être qu'au niveau du outfit, ils vont l'accrocher, elle va l'avoir genre en bandoulière, toi, pendant qu'elle se bat. Peut-être. Ouais, peut-être. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais bon, je suis curieux de la revoir sur le ring, évidemment. Et ça a fait une chambre de l'élimination assez ouverte, même si je trouve elle part presque favorite parce qu'elle est un nom assez important quand même dans le monde du catch. Et comme on l'a dit, grosse vendeuse. Donc Alexa Bliss contre Becky Lynch, mettons à WrestleMania, ça ferait une belle affiche. Les autres me paraissent peut-être encore un peu justes ou trop déjà vus, comme Bianca Belair qui a un peu laissé passer son tour. Mais bon, en tout cas, je suis très surpris de voir comment ils vont nous scénariser cette cage de l'enfer. En plus, à Jeddah, qui reste une grande. Moi, je pensais pas du tout qu'ils oseraient faire un match comme ça en Arabie Saoudite pour les femmes. Donc, à voir. Très curieux. Très curieux. On avance dans notre show et on va passer ça y est, un autre moment de l'amour. Bon, c'est le moment de l'amour du show, parce qu'on a parlé Friendzone, on a parlé Twilight Zone, mais il y en a deux qui s'aiment et qui s'aiment depuis 10 ans peut-être. Ça, c'est un amour magnifique, c'est un bel exemple. C'est le Miz et Maryse, évidemment, qui vont venir tout amoureux, tout bisouiller, tout embrasser. Là c'est du cœur, rose, love, tout ce que tu veux. Ils ont 2 enfants ensemble, ils sont magnifiques. Ça c'est un modèle pour toi, j'imagine, Irem, qui a 2 enfants aussi d'ailleurs. Ben Qui- oui, et puis bah il Voilà. y a une raison. S'ils en ont un troisième, j'en aurai un troisième, tout simplement, Rafa. Ah bah oui, voilà, tu suis le groupe, t'as bien raison. Bah tu Rôle regardes, modèle, c'est rôle modèle de ma family rôle modèle. Voilà. voilà exactement, bah on a hâte de voir la télé-réalité sur Irem et Mrs. Irems, ou je sais plus comment on l'appelle. Bah en tout cas, bon ils sont pas là pour catcher, ils sont là pour être aux commentaires d'un match tag team qui verra les Alpha Academy affronter Los Misterios. Voilà, un match intense entre deux styles avec un Chad Gable qui a pris la parole avant pour prendre un peu sa hit du public et pour dire qu'il n'aimait pas les tricheurs comme R. Cabro lors des quiz et qu'il considère Ray et Dominique aussi comme des tricheurs. Bon, on aura un match avec une opposition de style, forcément, avec un énorme Otis toujours aussi impressionnant, et puis les Mysterio qui font un peu comme ils peuvent, mais qui se mettent à deux, qui font pas mal d'enchaînements, qui vont notamment placer un double 619 là sur Otis, si ma mémoire est bonne, justement. Sauf que le Miz est à l'extérieur du ring, il va créer des distractions, et même Maryse va monter sur le rebord du ring, va provoquer un peu Rey Mysterio, et ce qui va permettre à Chad Gable de placer un roll-up sur Dominique, un roll-up un peu pareil, je trouve un peu bizarrement exécuté. Il avait l'air d'avoir pris un coup, peut-être à la tête, je sais pas, Gable, il avait l'air un peu sonné, mais en tout cas il a gagné, et il était content de gagner avec Otis. Alors que pendant ce temps, sur le ring, le couple Miz and Maryse allait encore faire des siennes. Et le Miz va porter un skull crushing finally à Rey Mysterio, bien aidé par sa femme, ben voilà, qui est ce qu'une femme doit être pour un catcheur et ce que en couple on doit être, s'aider, se souder, se donner, se rendre service. Et là voilà, Maryse a été parfaite pour son homme. Et ce qui va annoncer par la suite à Jeddah un match entre le Miz et Rey Mysterio au programme. Bon, on le sentait peut-être venir, mais ça s'est confirmé. Est-ce que ça t'a ému tout cet amour? Ah, l'amour plus fort que tout. Mm. Voilà, là il y a pas de, y a pas à titiller. Effectivement, c'est l'amour. Voilà, l'amour est plus fort. Alors c'est l'amour. Il y avait il y avait plusieurs, il y avait trois sortes d'amour finalement impliqués dans ce match. Tu avais l'amour amant, l'amour voilà entre Miz et Maryse. Tu avais l'amour familial entre un père et son fils, et puis tu avais l'amour du mentor avec son Mm. protégé de la Academy. Et ben voilà, c'est l'amour de Miz et Maryse qui a été le plus fort, en tout cas qui a décidé du sort de ce match ce soir. Donc voilà, c'était une belle revue sur qu'est-ce que l'amour aujourd'hui finalement. Est-ce que l'amour est dans le pré? Est-ce que l'amour est dans le ring? Ah Tiens, ouais, bah on oui, aurait pu faire ça. J'ai déjà choisi mon titre d'épisode pour l'analyse, mais très ça bien. pourrait être ça. L'amour est dans le ring.
Ça aurait pu, ça aurait pu. Bon, finalement, honnêtement, ils ont pas trop surfé sur la Saint-Valentin quand même, je Non. trouve. Non, Ah, j'étais même étonné, hein. Je dis, tiens, ça tombe un 14 février, on va en bouffer des séances de gâteaux en forme de cœur et de bisous volés. On va avoir des couples qui vont se former. Tu sais, hein, il y avait, on en voit moins souvent ça. Alors, il y a eu un faux couple qui s'est brisé aussi vite qu'il s'est formé avec Reginald et Dana, mais finalement, c'est vrai que l'amour était là, mais discret. L'amour discret. ouais, ça c'est une forme aussi d'amour. Hein, l'amour ne peut pas forcément être le feu tout le temps, mais c'était un Saint-Valentin assez discret, un Cupidon assez discret, effectivement, en ce 14 février. Celui qui est pas discret et qui ferait un très beau Cupidon, c'est notre main eventer du soir, c'est Seth Rollins, hein, lui qui arrive et qui lui, pour le coup, file un parfait amour aussi, hein, même si bon, sa compagne était un peu torturée là, elle a dû passer des mauvaises nuits, peut-être qu'il s'est pas trop occupé du bébé, je ne sais pas. En tout cas, Seth Rollins, il est prêt à affronter Randy Orton, il est beau, il est brillant, il entre, il parade. Et on a une affiche, comme on nous le dit, digne de WrestleMania. D'ailleurs, les deux hommes s'étaient affrontés à WrestleMania il y a quelques années. Une belle affiche, une belle performance, là j'ai trouvé avec tour à tour des dominations de part et d'autre. Seth Rollins qui continue de faire des moves un peu comme le Shield, là, de tenter des powerbombs. Randy Orton, lui, qui va le contrer, qui va le passer à travers la table des commentateurs. Alors sans la briser, hein, mais en le laissant tomber sur l'arête. Rollins, il va faire ses tombées suicidaires. Là, il va d'ailleurs envoyer pareil un moment où Randy Orton passe au-dessus de la table des commentateurs et s'embarque toutes les feuilles de papier rose là je sais pas si c'est, je sais pas qui c'est qui écrit sur des feuilles de papier rose là si c'était pour la Saint-Valentin. Enfin ils vont se donner tous les deux cher, on va tenter les DDT d'Orton. Il y a un superbe contre j'ai trouvé là d'un curb stomp qui finit par un power slam là que fait Randy Orton, un power slam tournant. Bref, on a quand même une belle performance, mais on sera interrompu par la Alpha Academy. Ils reviennent, et ils sont de retour à Ils sont, nouveau. ils sont amoureux du ring, toi, Voilà, pour la fin. eux, ils sont très attirés par le main event, on les comprend. Ils reviennent pour distraire Randy Orton, mais en fait, ce qui va distraire Orton, c'est pas tant l'Alpha Academy qui arrive, c'est plutôt Riddle qui se précipite pour venir aider son copain et qui prend la branlée, hein, honnêtement, tout seul contre deux à l'extérieur du ring. Il aime Donc ça. Ouais, alors que Randy Orton avait un peu match gagné, hein, il était en train de préparer son RKO. Mais il est obligé de sortir, il est obligé voilà, d'aller attaquer Otis et Gable, de faire un petit peu le ménage. Et quand il rentre sur le ring, à peine il remonte, boum, il prend un curb stomp. C'est assez logique. Et il va perdre ce match au profit de Seth Rollins. La foule est un peu déçue par ce finish. J'ai trouvé la fin, c'est peut-être un peu vite exécuté, ou c'était la déception de voir Orton perdre. En tout cas, Seth Rollins finit glorieux et heureux ce Monday Night Raw avant Elimination Chamber. Donc lui, on peut dire qu'il est vraiment dans le très très haut de la vague. Il est en pleine forme, Rollins. Il nous a fait une très belle performance. Et par contre, Randy Orton un peu plus difficile, surtout qu'il n'est pas dans la cage. Hein. Il n'a pas de match, lui, il n'a pas de programme à Jeddah. Il va laisser Riddle, il va encourager Riddle, mais Riddle a joué un petit peu le débutant là ce soir. Donc mauvaise soirée finalement, non, pour les RK Bro. Ah, mauvaise soirée pour les RK Bro. Ça y est, hein, mon bon Raphaël. Là, on est Mission Chamber, c'est gentil, mais après c'est WrestleMania. Et qu'est-ce qu'on fait pour les RK Bro? Bah là, on remet un petit peu d'eau dans le gaz, comme on dit. On remet un petit peu de savon là sur les pieds de parce que c'est pareil, une autre sorte d'amour là, c'est l'amitié tout simplement, l'amitié complète entre RK Bro, enfin voilà, Riddle et Randy Orton qui avaient tout pour ne pas devenir copains et puis voilà, les opposés s'attirant, ils avaient réussi à finalement à trouver être sur la même longueur d'onde, mais là ce soir, tu l'as dit, une erreur de débutant, on revient presque à la naïveté de Riddle qui revient à chaque fois. Et Randy Orton, voilà, ça fait quelques semaines qu'il justement il retourne un petit peu dans ce côté-là de dire à Riddle, ouais, concentre-toi. Enfin voilà, on retombe un petit peu sur ce qui avait fait le sel du début de leur relation, hein. Et donc il faut un programme pour ces deux-là. Il faut un programme pour ces deux-là. Et est-ce que justement le programme, ça va pas être après l'amour, ben la dispute, la séparation, La la, scission. la Ben, scission. Orton n'a pas voulu venir à la fête et il a même été un peu plus loin, hein, puisque quand il a claqué sa promo en commentaire, hein, il a dit les trois plus dangereuses lettres. Hein, il a bien dit RK. Il n'a pas dit bro, il a dit Non. RKO. Ouais. Ah, il y a Donc, beaucoup de voilà, il y a beaucoup d'indices. ouais.
qui sont là, posés, voilà, plantés telles les flèches de Cupidon. Donc, on va suivre les flèches là jusqu'à WrestleMania, mais voilà, le programme type, c'est effectivement tout simplement le split, hein, ou en tout cas une petite rivalité pour les deux, hein, pour les deux. Ça viendra forcément. Moi, je pense, je serais un peu déçu. Ils ont fait beaucoup de taf, ils ont bien bossé, ils sont très populaires. Moi, je trouve que la feud avec les Alpha Academy se passe très bien. Et moi, je la ferai Oui. durer, hein. En fait, moi, je ferai, en fait, je referai gagner Arc et Bro. Je leur donnerai un deuxième titre tag team là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu cet affrontement, mais ça peut être dans les Raw là qui suivent WrestleMania. Moi, j'irais bien sur une affiche de gala en fait à WrestleMania, une sorte de, on pourrait les foutre tous ensemble là, on pourrait mettre les Street Profits versus les Mysterios versus les Alpha versus les RK Bro là dans un match à WrestleMania, quitte à refaire perdre RK Bro là, leur avoir donné juste un second règne assez court, mais j'aimerais bien les voir encore un peu, et je pense qu'on peut encore les voir entrer à WrestleMania en tant que champion. Ça ferait une belle pop. Je suis pas sûr que une feud là soit de suite ce qu'on a envie de voir et ce qui marchera auprès du public, parce que ça sera un peu un déchirement, hein, qui, qui Oui, soutenir. oui, non, t'as raison. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. C'est les indices Mais c'est, kilomètres, oui, mais c'est ça les veut pas pistes. dire ouais, c'est les pistes, mais Ouais. c'est pas dire que c'est exactement ça que j'ai envie de voir et ce dont on a besoin. J'aime beaucoup ton idée. On en a suffisamment parlé. La tag team division à Raw, elle est plutôt en forme. Elle tourne autour de ces équipes que tu as citées. Les RK Bro, ils sont. Et à l'Alpha Academy, de fait, sont over as fuck. Ils font les openers, ils font les main events d'une façon ou d'une autre. Donc, tu peux tout à fait récompenser et avoir toute cette hype, cette pop jusqu'à WrestleMania. Maintenant qu'il y a 2 nuits, il y a de la place pour tout le monde. Et je serais pas contre effectivement un match de gala avec quatre équipes, là, les 4 équipes que tu as citées, dans un beau tag team turnbull match, tout ce que tu veux, avec soit effectivement entre-temps tu refiles le titre au RK Bro pour un petit titre et donc ils repartent peut-être bredouille, soit au contraire tu veux un super moment WrestleMania voilà positif et tu leur refiles le titre à WrestleMania en revalidant leur amitié qui aurait été peut-être un petit peu secouée dans les semaines précédentes. Donc ouais non il faut miser là-dessus quoi sur ces gars-là, ça fonctionne bien, t'as raison, hein. Ça fait plus d'1 an là que ça fonctionne leur histoire. Ouais, je pense. Je n'ai plus les timings sous les yeux, mais on va fact-checker ça, hein. Depuis quand est-ce que s'est formé le RK Bro? Est-ce qu'ils ont eu un WrestleMania Moment ensemble? Je regarde. Non, Hum, d'après. Non, non, Ils ont gagné les titres à SummerSlam. ouais, non, non, c'était juste après WrestleMania l'an dernier, hein. C'était Ouais. ça. Bah oui, puisque WrestleMania 37, c'est Randy Orton, C'est il leur était encore programme là. de printemps, quoi. C'était vraiment Ouais. leur programme de printemps, la construction de cette amitié entre Riddle et, euh, et la Vipère. Ouais, je pense qu'ils mériteraient une entrée à WrestleMania, tous les deux ensemble. Ah ouais, avec une trottinette hyper custom, voilà, toi, ça serait. Enfin, ou alors un bro band, toi, la low card, ils viennent tous en trottinette, toi, il y a toute une délégation en trottinette, voilà, ça serait formidable, Bon, quoi. IRM, il veut de la trottinette. Bah, ça fait 1 an qu'on en bouffe, alors pourquoi Ah, WrestleMania on n'en aurait pas? Enfin, toi, c'est toujours t'as raison. pareil. Bon, et un petit mot pour un Seth Rollins au sommet de son art. Ah, je crois que là, il se prenait pour Jésus pendant un moment là, Seth Rollins. Bah, je crois qu'il a raison, hein. Enfin là, on a Il marche sur simplement. l'eau. Il marche sur l'eau, même il marche, il court, voilà, c'est ça. Il domine tout. Il domine tout. Enfin, on a le power couple de la WWE. Il est là, hein, t'en as parlé. C'est incroyable, Seth Rollins. Enfin, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est là et ce mec est d'une créativité à toute épreuve. On lui refile là une belle victoire juste avant l'Elimination Chamber dans un super match, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Mais ton play-by-play était très bien. C'est vrai qu'on a eu droit à des petits rappels de ce magnifique match déjà qu'il nous avait proposé à WrestleMania avant le fameux cash-in de Rollins face à Orton, hein, avec ce curb stomp qui avait été contré. Bah là encore, il nous a contré le curb stomp. Donc cette Rollins, c'est contrôle qualité absolue.
notre fils de Dieu. C'est le fils de Dieu, Seth Rollins, voilà, tout simplement. Ah ben là, je pense que si on lui fait pas faire quelque chose de grand cette année, il est déjà bien parti. Hein. Il a commencé énorme. Et d'ailleurs, tout le monde le répète. Les commentateurs ont encore parlé du match contre Roman Reigns au Royal Rumble. Donc je pense que là, je suis assez confiant. Je pense que tout le monde a compris que là, il y avait une grosse Rollins year potentielle si on lui fait faire ce qu'il faut là au garçon. Ouais. Ah, il nous faut une entrée. Il faut le décorum. Toi, tout ce qui est autour du titre, c'est un peu compliqué. C'est encore un petit peu obscur. On en saura un peu, évidemment. Comme je me mouille pas, mais on en saura un peu plus après l'Elimination Chamber. Mhm. Mais Seth Rollins, même s'il n'est pas dans la title picture, il nous faut une grande Ouais. affiche et une entrée, mais un truc. Enfin, toi, Ouais, au-delà de toute imagination possible, il nous faut un truc plus grand que cette ruine, quoi, ouais, à la Shawn démesuré. Michaels quoi. Ouais, Ah de ouais, un ouf. truc démesuré qui arrive du ciel avec une chorale et complètement dingue, quoi. Ou je sais pas. Ouais, voilà. Enfin, on parlait de délégation de trottinettes. Il faut que ça aille plus loin que ça là pour cette Rollins. Yerem, il a beaucoup d'attentes sur les entrées à WrestleMania. J'espère que tu seras pas trop déçu, mon ami. Mais Bah oui, j'ai beaucoup. Bah c'est le moment ou ouais, jamais. C'est le moment c'est ou le moment. jamais. Enfin, s'il y a bien un truc qui T'as raison. marque dans WrestleMania, c'est aussi ça. Hein. C'est le décorum, ses entrées, c'est le grandiose. Hein. C'est WrestleMania, c'est le grandiose. Tout à fait. Eh ben, écoute, on n'y est pas encore. On roule vers l'Elimination Chamber. C'était le dernier Raw avant cette soirée en cage. Yerem, on est à la fin. Donc, mot de la fin. Pourrais-tu me dire ton top, ton flop et ta note? Et puisque c'est la Saint-Valentin, t'as même droit à un coup de cœur. Allez. Eh ouais. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Hmm, alors, il y a, j'ai pas eu de gros flop. Je trouvais que c'était globalement un go-home show plutôt bien concentré sur la chambre d'élimination. Tout le monde a plutôt bien réussi sa partition. Mon flop, je vais le donner, ouais, je vais le redonner, tu sais, à tout ce qui entoure le 24/7. Voilà, je trouve que D'accord. il faut vraiment donner, voilà, il faut se donner un peu la peine de nous amuser. On mérite d'être diverti et mieux diverti que ça sur tout ça. Je vais même continuer ça. Je vais le donner à Kevin Owens, peut-être même aussi mon flop. Toi, en parlant de backstage, je vais le donner à Kevin Owens. Je trouve ça complètement con, en fait, ce qu'ils ont fait avec Kevin Owens. Ouais, je trouve ça complètement con. Donc mon flop va à Kevin Owens. J'aurais pas Ok. forcément beaucoup l'occasion de le donner. Et puis mon top, je vais le donner à Rhea Ripley. Rhea Ripley, là, qui a fait un gros match de 45 minutes. Rhea Ripley, j'ai toujours aimé Rhea Ripley à NXT. J'étais très content de son arrivée. Et puis finalement, derrière, patatras. Donc là, grosse performance. Et mon coup de cœur, il va à l'Alpha Academy. L'Alpha Academy, puisqu'ils n'ont pas eu l'opener, mais ils étaient un petit peu en fil rouge. On les a vus plusieurs fois. Et bah voilà, c'est l'amour du mentor, l'amour de l'éducation. Voilà. L'amour, tout simplement des connaissances, l'amour de la science, l'amour pour l'Alpha Academy, c'est mon amour à moi. Donc, Ah, l'amour de l'éducation et des sciences, c'est ça que tu veux bah dire. oui, la science, voilà, on est là, on est dans le grotesque, on est dans le catch, mais ne pas oublier, don't boo science, don't boo education. Et voilà mon coup de cœur. Et quant à ma note, alors, c'était pas grandiose, mais il y a quand même eu pas mal de bonnes choses dans cet épisode. Et je trouvais que c'était, ma foi, plutôt un bon gomme show qui a corrigé quelques petits trucs, qui a positionné certains catcheurs et certaines catcheurs quelque chose pour la chambre d'élimination. Et du coup, je vais lui donner un 3,5. 3,5 pour cet épisode de Monday Night Raw. Oh, ouais, très bonne note pour toi, Yerem. Moi, je l'ai visionné avec un moins bon ressenti, je t'avoue, mais l'analyser avec toi, parfois, ça adoucit un peu les choses, tu sais. Donc, moi, j'ai trouvé en fait en le visionnant qu'il y avait eu beaucoup de trucs un peu bâclés. Moi, mon flop, je vais le donner au match pour le titre US, AJ Styles et Damian Priest. Et puis avant ça, il y avait eu le tag team très rapide avec
avec Dolph Ziggler et Ciampa là qui était un peu bizarrement foutu. Il y a eu le squash d'Omos. Donc en fait, le début du show m'a pas trop convaincu. L'opener était un peu long avec tout le monde au micro. Et des fois, quand c'est mauvais pendant la première heure, c'est un peu plus dur psychologiquement de se motiver ensuite. Après, on a eu des bons trucs. On a eu bon, le gauntlet match. J'étais un peu comme la foule, hein. Au début, j'étais pas à fond dedans, puis après, ça m'a plus intéressé. La performance du Miz et de Maryse était magnifique et le main event était très bon. Donc, je vais donner mon top au main event. Je vais donner mon top à Seth Rollins, allez, puisqu'on a fait beaucoup d'éloges sur Seth Rollins. Et mon coup de cœur, puisque on est à Saint-Valentin, je vais le donner à Becky Lynch, on va donner un top à monsieur et un coup de cœur à madame, qui a fait une très belle performance, j'ai trouvé au micro. Donc je leur souhaite à tous les deux un énorme Elimination Chamber et je pense qu'ils en sont capables. Moi je serais resté plutôt sur j'allais dire en dessous de 3, mais je vais mettre 3, allez, parce qu'on est content d'avoir été là ensemble. IRM, c'était... Ah. J'aurais pu te donner le coup de cœur, tiens, tu le mériterais. Oui, bah écoute, on aura bien d'autres occasions de se le redonner, t'inquiète pas. L'amour est présent dans le studio du 1er janvier au 31 décembre à Catch Up. Tu as bien raison. Allez, bah écoutez, peuple de Ketchup, j'espère que vous avez aimé suivre cette review avec nous. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ou vous pouvez nous suivre sur Catchup. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes de podcast, il y en a plein, Google Podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et puis, bah, si vous voulez interagir avec nous, nous envoyer des cœurs, c'est notamment possible sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook, Catchup CDC. Irem, merci beaucoup pour ta participation. Et puis voilà, on roule vers Jeddah, donc restez connectés. On a un SmackDown encore, mais on a l'Elimination Chamber, pardon, en vue. Puis WrestleMania. L'ami Irem, il est en train de préparer ses costumes et son entrée. Ce fut un plaisir de t'avoir à mes côtés pour ce Monday Night Raw. Merci beaucoup. Un plaisir partagé, Raphaël, évidemment, c'était voilà, très bonne analyse de ce comme chose. Ça fait toujours plaisir de faire ces analyses avec toi. Et comme tu l'as dit, direction WrestleMania avec un petit arrêt à Jeddah. Allez, à très bientôt, peuple de Catch-Up. Merci à vous. Ciao. Salut, ciao. Et je crois que Virman était en date avec Tonton Chris, hein, pour cette Saint-Valentin. Ah oui, alors, faut que ça reste off, hein. Tu dis ça hors antenne, mais effectivement, il y a un truc qui se passe entre les deux. Ah oui, tu le couperas au générique, hein. Pardon.